Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler probabilité, mentalisme et copy trading. Imaginez que vous receviez un email d'un conseiller financier qui vous prédit que, je sais pas, telle action va augmenter la semaine prochaine. Donc, par curiosité, après une semaine, vous regardez le cours et l'action a effectivement monté. Et vous recevez un nouvel email de ce même conseiller qui vous explique que telle autre société va voir son cours de bourse baisser cette fois-ci. Vous regardez de nouveau et c'est effectivement le cas. Donc vous attendez le troisième email qui fait une nouvelle prédiction et là encore, bingo, cette prédiction est à nouveau correcte. Et chose incroyable, cette série, elle dure pendant 10 semaines et au bout de 10 semaines, vous craquez et vous décidez d'investir avec ce conseiller. Parce que vous avez fait votre petit calcul et si on imagine qu'il avait à peu près une chance sur deux d'avoir raison à chaque fois, le fait d'avoir raison 10 semaines de suite, ça veut dire qu'il n'avait qu'une chance sur 1024 de trouver la bonne série, c'est-à-dire 0,1% de chance. Donc voilà, vous dites, ouais, ce conseiller doit vraiment être bon. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, ce pseudo-conseiller a écrit 10 240 emails le premier jour. Il y avait 5120 emails qui disaient que l'action va monter, 5120 emails qui disent que l'action va baisser. Et ensuite, il a regardé quelle prédiction était juste et il n'a réécrit qu'aux 5120 qui avaient eu la bonne prédiction. L'autre moitié ayant reçu une prédiction de baisse. Au bout de 10 semaines, à chaque fois, il va envoyer qu'à la moitié qui a reçu la bonne prédiction, et donc au bout de 10 semaines, il lui reste 10 personnes qui ont reçu une incroyable série de 10 prédictions correctes. Finalement, quels que soient les mouvements boursiers, le spammer, si on peut l'appeler comme ça, finalement, sait que quel que soit l'état des marchés, il aura toujours ces 10 personnes, quoi qu'il arrive. Alors cette petite histoire, elle vient du livre How Not to Be Wrong, The Power of Mathematical Thinking, un livre de Jordan Ellenberg. Alors on ne sait pas réellement qui a pratiqué cette technique d'arnaque en premier, on sait que c'est une arnaque qui a existé même à l'époque du courrier physique si vous voulez. Alors c'était beaucoup plus difficile d'envoyer 10 000 enveloppes qu'aujourd'hui avec un système d'email. Évidemment on peut spammer des millions de boîtes mail sans aucun souci. Donc on ne sait pas qui a utilisé ça réellement, mais un mentaliste anglais, Darren Brown, l'a utilisé depuis. Il a appliqué un petit peu le même système, sauf que lui, c'était pour faire une émission de télé, et il a donné des prévisions sur des chevaux de course, sur des courses de chevaux, en fait, à plusieurs personnes. Donc il a commencé, je sais pas, avec peut-être une centaine de personnes, et après 4 courses, il y avait une personne qui sortait du lot parce qu'elle avait eu des très bons résultats. Enfin, en tout cas, les prédictions qu'il avait faites étaient vraiment très très justes. Et donc, il a fait croire à cette mère de famille qu'il avait inventé un système permettant de gagner aux courses. Elle était déjà donc totalement convaincue. Après ses 4 premières courses, elle avait déjà parié, elle avait déjà gagné 500 livres sterling. Il devait sûrement rester encore plusieurs candidats en course à ce moment-là, mais en tout cas, c'est elle qui a vraiment touché le gros lot, vu qu'elle a reçu encore une 5e prédiction juste, une 6e prédiction juste. Et donc, après cette 6e course, après avoir eu des gains, etc., et se dire, mais c'est pas possible, ce gars a vraiment un système pour prévoir les résultats des courses, elle était prête, en fait, et c'était le but, bien sûr, de l'émission de télé, elle était prête à parier toutes ses économies, les économies d'une vie, sur une seule course de chevaux. Alors, il n'y a pas que des arnaqueurs ou des mentalistes pour pratiquer cette technique. Si je prends l'univers des fonds d'investissement, si vous voulez, c'est relativement classique d'avoir une société de gestion qui va lancer plusieurs fonds ou plusieurs ETF, et puis de manière consciente ou non, les ETF ou les fonds qui ont eu le plus de succès sont ceux qui vont attirer des actifs sous gestion, donc ce sont ceux qui vont survivre, et à la fin, admettons qu'il y a eu des fonds qui ont été lancés sur l'intelligence artificielle, l'eau, la robotique, l'Asie, peu importe, etc., une vingtaine de fonds qui ont été lancés, il y en a un ou deux qui vont terminer avec d'extrêmement bonnes performances, typiquement sur l'intelligence artificielle, et on va se dire, waouh, le gérant de ce fonds ou cette société de gestion, elle est vraiment super forte. Et en cliquant sur cette émission, vous avez vu le titre, vous avez vu dans le titre copy trading, donc vous voyez où je veux en venir. Alors le copy trading, pour résumer, mais je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est. Alors je vous lis la manière dont en parle l'une des principales plateformes de la place, donc qui est spécialisée en copy trading. Ils disent des milliers d'investisseurs, chacun avec une stratégie unique, un niveau de risque et des performances passées transparentes sont à votre disposition pour être copiés. Choisissez-en un seul ou constituez une équipe de 100 traders au maximum pour travailler pour vous simultanément. Donc voilà, vous choisissez des investisseurs, des traders qui sont sur la même plateforme, vous décidez de les suivre et en fait les trades sont passés automatiquement, donc sans rien faire, vous décidez du montant à investir pour être copié, pour copier de manière automatique un trader. Voilà, c'est très simple, c'est transparent, c'est clair, c'est facile à comprendre et je sais que ça attire beaucoup les jeunes.
Alors attention, je ne dis pas du tout que le copy trading c'est systématiquement une arnaque, pas du tout. En fait, il y a eu des arnaques dans le copy trading, il y a eu des influenceurs à Dubaï qui ont vendu, mais c'est des vrais scams hein, dans ce cas-là, qui ont vendu donc des systèmes de copy trading sur du forex, etc., des trucs complètement bidons. Donc cette partie-là, oui, arnaque. Après, les plateformes qui ont pignon sur rue, qui proposent du copy trading, bon, ça reste une innovation, ce qu'on appelle aussi le trading social, ça reste une innovation dans le monde de la finance. Je sais que les jeunes sont souvent fans de copy trading. Moi, j'ai toujours tendance à penser que dans ces systèmes de copy trading, exactement comme on l'a vu avec l'arnaque par email, exactement comme on l'a vu avec le mentaliste, j'ai toujours l'impression qu'en fait, dans ce système de copy trading, il y a un énorme biais du survivant. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est notamment le fait qu'en allant sur l'une des plateformes, les plus grosses plateformes de copy trading que je ne vais pas citer, mais je pense que il y en a certains d'entre vous qui connaissent, en allant sur cette plateforme de copy trading, mais c'est général à toutes les plateformes de copy trading, je me suis rendu compte que déjà la période qu'on nous présentait n'était que de 2 ans. Et 2 ans, ça peut paraître pour des traders débutants, d'investisseurs débutants, ça peut paraître long, mais en fait 2 ans c'est rien, c'est vraiment rien. Pour vous dire, 2 ans, ça veut dire que la crise du Covid est déjà sortie de l'historique. Donc la crise du Covid qui était pourtant relativement récente, hein, mars-avril 2020, elle est déjà sortie de notre historique, donc on ne sait même pas ce qu'ont fait ces portefeuilles et ces traders pendant la crise du Covid. Donc on voit à quel point l'historique est limité. Et l'autre chose, c'est que le risque est en fait très peu mentionné. Et sans même m'inscrire sur cette plateforme, je vois déjà qu'ils mettent en avant 3 profils d'investisseurs qu'on peut suivre, qu'on peut copier en fait. Il y a déjà une femme chilienne, il y a un hollandais et puis il y a un chilien avec des performances respectives de 40%, 60% et 96% sur 2 ans. Alors bien sûr, comme je suis curieux, j'ai cliqué sur la photo du jeune chilien qui avait fait 96% de performance sur 2 ans. Et là, surprise, je regarde son portefeuille et je vois qu'il a 68% de son portefeuille sur 2 valeurs. Et bien sûr, ma première réflexion, c'est de me dire, mais la variance de ce portefeuille doit être assez dingue. En fait, si cette personne a régulièrement son portefeuille qui est quasiment totalement mis, ou en tout cas aux 2 tiers mis sur 1, 2, 3, 4 valeurs, peu importe, ça veut dire qu'il prend un risque énorme. Donc évidemment que si vous avez des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers de personnes sur cette plateforme qui peuvent tous être copiés, alors ceux qui vont se proposer au copy trading vont et surtout ceux qui ont une bonne performance récente, notamment sur les 2 dernières années. Donc évidemment que avec autant de risques qui est pris sur des centaines de milliers d'investisseurs, vous allez avoir des 96% de performance sur 2 ans, et même je me serais attendu à beaucoup plus, et il y en a sûrement qui ont des performances beaucoup plus belles. Mais déjà le premier truc qu'on peut dire, c'est que les personnes qui sont en haut du classement de performance, j'ai envie de dire presque par définition, ce sont celles qui ont pris le plus de risques. Et comme pour notre histoire du mentaliste ou bien de l'arnaqueur, en fait, ce qu'on a tendance à sous-estimer, c'est la probabilité qu'une performance de 60%, 96% sur 2 ans soit due en grande partie à la chance. Pourquoi? Parce qu'on oublie en voyant ces, par exemple, 3 personnes, 4 personnes ou 10 personnes, admettons le top, si vous voulez, le top investisseur, si vous allez sur une plateforme de copy trading, on a tendance à oublier qu'en fait, on parle du top sur des dizaines de milliers et probablement des centaines de milliers d'investisseurs. Donc la part de chance, surtout qu'elles ont toutes ces centaines de milliers d'investisseurs, ont des modèles de gestion des risques qui sont complètement différents. Donc on peut imaginer aussi que ceux qui ont les meilleurs modèles de risque ne sont pas dans le top du classement. Par définition, vous allez forcément vous faire battre par quasiment pure chance dans la plupart des cas, si vous avez par exemple, je sais pas, des stop-loss très proches, si vous allez sur des entreprises qui sont moins volatiles, etc., vous allez forcément vous faire battre en tout cas par 10, 20, 30, 100 personnes qui ont des politiques d'investissement beaucoup plus agressives. D'autant plus que, et ça paraît assez évident, ce que j'ai vu sur ces plateformes, c'est que la plupart des montants copiés sont sur un petit nombre d'investisseurs. C'est-à-dire que même s'il y a 2000 investisseurs qui sont copiés, la plupart des montants en fait qui sont réellement copiés vont l'être sur les 10 premiers, les 20 premiers en termes de performance. Et si on prend en compte le fait que ces personnes sont payées pour être copiées, donc plus votre portefeuille boursier est copié par d'autres investisseurs, plus vous allez toucher de l'argent. Alors il faut absolument être dans ce top 10, top 20, et comme je le disais, pour être dans ce top 10, top 20, il faut prendre des risques. C'est normal, c'est comme si vous aviez, à une époque, ça se fait un peu moins maintenant, mais il y avait des concours de trading sur un mois, tel type d'instrument, etc. Vous aviez un mois pour faire le maximum de performance. C'est évident qu'à la fin, ceux qui sont premiers ont pris énormément de risques. C'est une évidence. Quelqu'un qui va avoir un money management très serré ne pourra pas
terminer en tête du classement si on ne regarde que la performance. Après, si on regarde performance et risque, le risque étant mesuré par volatilité, drawdown, peu importe, là, les personnes qui ont le meilleur money management vont probablement se retrouver en tête. Mais si on ne regarde que la performance, ce qui est souvent fait sur ces sites de copy trading, voilà, on va sûrement trouver ceux qui ont pris le plus de risques en premier. Alors, au-delà de cet aspect de hasard et de probabilité, un point à prendre en compte si vous êtes intéressé par le copy trading, c'est que le trader qui est copié, finalement pour vous c'est un peu comme un gérant de fonds. On est d'accord. Sauf que lui il fait son petit business, il fait ses petits trades et vous avez la plateforme qui vous propose de les copier automatiquement. Mais la grosse différence, c'est qu'un gérant de fonds a beaucoup de contraintes. Un gérant de fonds, il doit déclarer sa politique d'investissement, il a des contraintes en termes d'effet de levier, de cash détenu, il a énormément d'actifs sur lesquels il peut investir ou pas. Par exemple, il va n'être autorisé qu'à avoir des actions françaises et européennes qui sont cotées sur tel segment de marché, qui ont une capitalisation boursière au-delà de tel montant, etc. Quand vous copiez quelqu'un, vous n'avez aucune idée. Peut-être qu'au départ, il va être sur des grosses capitalisations boursières, puis il va trouver que ça bouge pas assez, il va prendre des small caps. Au début, il avait 20 actions en portefeuille, il va décider de tout mettre sur 2 actions, etc. Vous ne maîtrisez rien, votre portefeuille. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Xavier, t'as pas essayé. C'est vrai que j'ai pas essayé, mais dites-moi si ça se passe différemment en commentaire. Hein. Mais j'ai l'impression que finalement, si la personne décide de changer de politique d'investissement, ça se passe purement dans sa tête et il n'y a pas de lettres aux actionnaires du fonds, etc. qui vont être envoyées. Donc, je trouve ça quand même, et je sais que l'AMF est en train de travailler dessus, hein, mais aujourd'hui, on a des personnes qui ont la même responsabilité concrètement qu'un gestionnaire de fonds, ou que quelqu'un qui fait de la gestion d'actifs, ou qui est CIF, qui est conseiller en investissement financier, etc. Sauf qu'ils en ont aucune contrainte finalement. Donc voilà, ce genre de choses, ça m'inquiète toujours. Et quand je vous disais que le risque était souvent pas indiqué, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est pas mis en avant quand on voit les classements des meilleurs investisseurs, mais évidemment, quand on clique sur un profil, il y a quand même un ratio de risque qui est mis. Et en cliquant sur ce ratio de risque, j'ai été très surpris de voir, en tout cas ce que j'ai lu, j'ai dû le lire 3 fois pour me convaincre que c'était vrai. Ce que j'ai lu, c'est que la mesure du risque, c'était la volatilité à 7 jours. Donc c'est la volatilité des 7 derniers jours du portefeuille. Et je ne sais pas s'il y a d'autres mesures de risque, en tout cas, j'ai rien vu. Alors, bien sûr, vous avez accès aux performances mois par mois de la personne, mais c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas habitué de savoir quel est le niveau de risque. Donc, on est d'accord, hein, je pense qu'une volatilité sur les 7 derniers jours, ça n'a aucun intérêt. Ça n'apporte aucune information. À la limite, une volatilité sur 6 mois, 12 mois ou idéalement 2 ans, oui, ça peut vous donner une indication, mais comme j'allais dire le gérant, mais non, le trader qui va être copié n'a aucune incitation, enfin aucune réglementation qui l'oblige à maintenir la même stratégie de trading, même finalement de regarder la volatilité passée ne renseigne pas du tout sur la volatilité future, vu qu'il peut à chaque moment décider de gérer son portefeuille de manière complètement différente, de moins le diversifier, d'aller sur d'autres actifs, etc. Et puis, hasard du calendrier, l'AMF vient de publier sur son site une étude sur la gamification et le copy trading. Une étude qui a été effectuée par l'université de Strasbourg, qui a fait un test sur des étudiants. Et en fait, ils ont testé l'impact de la gamification. Donc la gamification prend ici la forme de ce qu'ils appellent des récompenses hédoniques, c'est-à-dire des confettis, des messages d'encouragement, des félicitations, etc. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on va avoir des trophées virtuels, donc avec des médailles de bronze, d'argent, or, etc., pour récompenser les bonnes performances. Et ces récompenses, elles peuvent être faites soit de manière publique, donc tout le monde voit les récompenses de tout le monde, ou bien, voilà, juste sur votre écran, vous avez des confettis, ou bien vous recevez une médaille d'or parce que vous avez une performance qui était très bonne. Et les résultats de cette étude montrent que déjà, l'attribution de trophées va influer sur la prise de risque, mais pas les stimuli, ce qu'ils appellent les stimuli hédoniques, c'est-à-dire quand c'est des confettis, quand c'est des bravos, etc., vous n'allez pas prendre de risque, mais quand on vous commence à vous donner des médailles virtuelles, médailles d'or, médailles d'argent, etc., là, vous allez être incité à prendre plus de risques. Le deuxième point, qui me surprend, mais comme quoi vraiment ces études sont utiles, les trophées sociaux n'engendrent pas plus de risques que les trophées privé. Donc si vous êtes le seul à savoir que vous avez reçu une médaille d'or, ça va vous inciter à prendre des risques, ou alors une médaille de bronze, enfin même un trophée voilà qui vous déçoit un petit peu, vous voudriez un meilleur. S'il y a que vous qui êtes au courant de ce trophée, ça va vous inciter à prendre des risques de la même manière que si ces trophées sont publics. Ensuite, ils expliquent que les trophées jouent un rôle symétrique dans la prise de risque, c'est-à-dire que s'ils mettent des trophées valorisant la prise de risque, alors les gens vont prendre des risques, et si ils mettent des trophées qui vont
valoriser l'épargne sans risque, en disant, je ne sais pas comment c'est fait, mais voilà, vous avez bien compris le principe. Donc si les trophées valorisent la non-prise de risque ou la bonne gestion, alors les gens vont moins prendre de risques. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Parce que je ne suis pas sûr que sur les différentes plateformes, vous ayez des trophées qui valorisent le fait que vous ne preniez pas de risque. Mais bon, peut-être. Et puis, point intéressant, et c'est pour ça que j'en parle dans cette émission, il parle du copy trading. Et le copy trading accroît la prise de risque, et là écoutez bien, de tous les participants. C'est-à-dire ceux qui vont utiliser le copy trading, c'est à peu près 20% des participants en moyenne, et les 80 restants. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 4 périodes d'investissement, on vous propose de copier les trades du meilleur des 4 périodes précédentes. Et donc, à partir du moment où on vous propose ça, tout le monde prend plus de risques. À la fois ceux qui vont participer au copy trading et ceux qui ne vont pas y participer. Et peut-être que le fait de montrer des performances vraiment magnifiques, je vous parlais des 96% sur 2 ans sur une plateforme de copy trading, donc rien que de voir, de mettre en avant, si vous voulez, ce type de performance, ça va faire prendre des risques à tous les autres, à tous ceux qui ne veulent pas forcément faire de copy trading et qui font du trading entre guillemets normal. Et dernier point, qui me surprend aussi, les femmes ont plus recours au copy trading que les hommes. Alors, je pense pas que ce soit... Là, c'est dans le cadre de l'étude, c'est-à-dire sur ce sample, sur cet échantillon, les femmes ont plus participé au copy trading que les hommes, mais on sait que dans la réalité, c'est surtout des hommes qui font du copy trading, enfin du trading tout court et du copy trading, mais à nombre égal, si vous voulez, les femmes vont être peut-être moins sûres d'elles, je sais pas, et donc vont avoir plus tendance à copier les traders que les hommes et leur ego surdimensionné. Alors oui, je sais, les jeunes adorent le copy trading et on va me dire « Ouais, Xavier, t'es vieux, t'as rien compris, t'es allergique aux innovations. » C'est pas vrai, j'adore les innovations en finance, mais pour le coup, je suis pas convaincu par le copy trading. Alors, je me répète, je n'ai rien contre les plateformes qui proposent le copy trading. Je n'ai même rien contre le copy trading en lui-même. Après tout, c'est un outil. Donc, tous les outils sont bons à prendre. Ce qui fait peur, c'est plutôt l'utilisation de cet outil et notamment le fait que la manière dont c'est présenté, comme je vous le disais, le biais du survivant est extrêmement présent. Donc, on va prendre les meilleurs, mais on ne sait jamais si voilà, on a lancé des milliers et des milliers de pièces en l'air et on va prendre la pièce qui a fait pile 10 fois de suite en disant bah, ça c'est la pièce gagnante qui va faire pile tout au long de l'année prochaine, alors que ce n'est pas du tout le cas. En plus de cet aspect biais du survivant, la deuxième chose qui pour moi est un peu dangereuse pour les investisseurs, c'est le fait de principalement mettre en avant la performance plus que le risque. Alors, le risque est parfois mentionné, comme je vous le disais, mais je suis pas sûr que le risque soit bien, soit clairement établi. Et surtout, on les met pas ensemble. On raisonne pas du tout en termes de couple rendement-risque. On raisonne vraiment en rendement, en performance d'abord, et ensuite sur les premiers, parce que vous allez évidemment regarder les premiers, évidemment regarder ceux qui ont les meilleures performances. Ensuite, seulement en cliquant, en fouillant un petit peu, on voit un calcul de risque. Et je pense que à la fois, le calcul de performance qui est montré sur 2 ans, c'est pas assez. C'est pas assez des performances sur 2 ans, surtout qu'on ne sait pas combien d'actifs ils avaient en portefeuille, on le voit aujourd'hui, mais on ne sait pas comment ils ont réussi à obtenir cette performance. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui a purement surfé sur Nvidia pendant 1 an et demi, qui a une performance de dingue. Après, ils ont stoppé ce risque, ils ont par exemple revendu Nvidia, diversifié leur portefeuille, et on tombe sur un portefeuille diversifié, alors qu'en fait la performance a été sur un seul actif. Donc on n'a aucune idée en fait de la manière dont ça a été généré. L'historique est finalement un peu trompeur, c'est 2 ans d'historique, et puis le calcul du risque lui-même, je vous en ai parlé, enfin de ce que j'ai vu, 7 jours de volatilité, ça n'a aucun sens. Ensuite, et j'en ai parlé, il y a le problème de la réglementation. C'est les personnes qui se font copier leurs trades ont finalement un rôle qui est très similaire, comme je le disais, à un gestionnaire de fonds, sauf qu'en fait, il n'y a pas le lien que vous allez avoir avec un gestionnaire de fonds. Si vous investissez votre argent chez quelqu'un, vous pouvez lui demander des comptes, vous pouvez lui demander pourquoi est-ce que j'ai perdu 20%, etc. Cette personne pourra vous dire bah, je suis dans mon mandat de gestion, donc finalement j'ai respecté votre niveau de risque, j'ai respecté la politique d'investissement, etc. Et effectivement, vous ne pourrez rien faire contre lui, mais au moins vous aurez un certain contrôle que le gestionnaire a bien fait son travail. Dans le cas du copy trading, vous pouvez perdre 20, 30, en plus comme il y a très souvent de l'effet de levier, vous pouvez perdre jusqu'à 100% de votre capital et vous pourrez évidemment jamais vous retourner vers lui en lui disant qu'est-ce que tu as fait, parce que lui peut vous dire oui mais moi aussi j'ai perdu de l'argent, voilà, fallait pas me copier, fallait bien regarder, etc. Donc il y a ce côté,
réglementation où finalement, et c'est à mon avis pour ça que les mesures de risque sont aussi faibles, la présentation des personnes qu'on peut copier voilà, est vraiment à des années-lumière de ce que vous auriez sur, par exemple, un fonds d'investissement ou même un ETF, où vous allez avoir des warnings dans tous les sens, vous allez avoir des calculs de risque, etc. Ce qui n'est pas du tout fait dans le cadre du copy trading. Et enfin, je l'ai mentionné, et ça je ne l'aurais pas pensé sans l'étude que l'AMF a montré, l'étude de l'université de Strasbourg, le fait que le copy trading et la gamification, mais ça on le sait à la gamification, mais le copy trading je ne pensais pas, ça augmente le risque en fait. Donc quand vous tombez sur une plateforme qui à la fois vous donne des trophées, vous montre des performances d'investisseurs qui sont vraiment magnifiques, que vous pouvez copier, etc., tout cet aspect-là, ça renforce énormément la prise de risque. Alors on le voit, ça fait quand même un petit combo qui me fait un petit peu peur, cet aspect copy trading. C'est-à-dire le combo, c'est biais du survivant. Donc oui, on aura toujours des personnes qui vont nous tenter parce qu'ils vont avoir des super performances. Donc on aura envie de les copier, mais finalement, c'est principalement dû à la chance. Ou même s'il y a des personnes qui ont des magnifiques performances et qui sont dues à leur talent, faire la différence entre les deux, c'est très compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Le risque qui n'est pas réellement mis en avant. L'absence de réglementation, absence quasi totale de réglementation, plus l'aspect gamification, et on l'a vu grâce à l'étude de l'université de Strasbourg, que finalement que vous fassiez du copy trading ou non, quand vous êtes sur ces plateformes qui vont vous inciter à trader, vous inciter à copier d'autres personnes, etc., le niveau de risque globalement augmente. Voilà, donc le combo de tout ça fait que je ne suis pas forcément hyper à l'aise, d'autant plus que quand on cherche des avis, alors attention, ça sert à rien de demander des avis sur du copy trading, mais quand j'ai tapé un peu copy trading pour me renseigner là-dessus, j'ai vu plein de blogs, etc., qui proposaient qui donnaient leur avis, mais finalement ils avaient tous, à la fin de l'avis, un bouton pour dire créez votre compte chez machin, créez votre compte chez truc, donc ils font de l'affiliation avec ces plateformes, donc finalement toutes les plateformes se trouvent avec cette plateforme de copy trading, c'est un 4,5 sur 5, voilà, il y a ça comme inconvénient, mais bon, si vous voulez créer un compte, allez-y, cliquez. Donc c'est difficile d'avoir un retour réellement honnête en fait sur ce type de plateforme. Et dernier point que j'ai trouvé assez marrant, c'est que je me dis bon, peut-être que je passe à côté de quelque chose, peut-être que le broker qui propose aussi du copy trading, finalement, au global, ses clients vont gagner de l'argent, et peut-être que je me rends pas compte et que moi je suis là, à l'extérieur, avec réfractaire au changement, et je me dis c'est pas bien le copy trading et tout. Donc j'ai regardé cette fameuse statistique qui est mentionnée sur tous les sites de brokers, notamment sur ceux qui font des CFD, c'est le nombre de comptes perdants. Et finalement, sur la plus grosse plateforme que j'ai regardée, qui fait du copy trading, on voit qu'ils ont, j'ai envie de dire, comme tout le monde, 75% de traders CFD qui perdent de l'argent, sachant qu'on est quand même sur des niveaux boursiers relativement élevés. Donc quelqu'un qui est chez un broker classique, la plupart des clients des brokers classiques, des courtiers classiques, sont gagnants et auront gagné de l'argent sur les marchés financiers. Et sur ce type de plateforme, non, il y a quand même les 3/4 des clients qui sont perdants. Donc je me dis, si c'était si magique que ça, ils auraient probablement des meilleures statistiques que les autres. Voilà donc mon avis sur le copy trading. Alors attention, c'est totalement subjectif, ce n'est que mon avis, c'est pas l'avis de Zone Bourse, c'est vraiment mon point de vue sur le copy trading. C'est vrai que je suis un peu réfractaire à la gamification. Attention, il y a un aspect, le côté pratique, je suis pas contre. J'adore passer des ordres sur mon téléphone. Vous savez, moi je suis un ancien, donc j'ai passé des ordres de manière beaucoup plus compliquée que ça. Donc j'adore cet aspect pratique. Après l'aspect gamification, je serais pas contre si ça permettait d'améliorer le comportement d'investisseur. C'est-à-dire si ça permettait de faire prendre conscience du risque. Si la gamification c'était attention, vous avez passé trop de trades, beaucoup de trades cette semaine. Savez-vous que selon les études, plus vous passez de trades, plus vous êtes perdant, etc. La gamification, elle peut permettre aussi de mettre en garde contre les risques de l'effet de levier, par exemple. Donc on peut utiliser la gamification pour des bonnes choses. On peut utiliser la gamification pour dire vous n'êtes pas assez diversifié. On peut utiliser la gamification de plein de moyens. Mais la manière dont la gamification est utilisée aujourd'hui, et le copy trading en fait partie, ça fait juste prendre plus de risques. Et sur les marchés financiers, une prise de risque plus importante et un état émotionnel proche du casino veut dire perte, et c'est pour ça qu'on retrouve ces fameuses statistiques de 75% de clients perdants sur les CFD, que ce soit des plateformes notamment sur les plateformes qui proposent du copy trading. Donc voilà, moi je suis pas fan de ça. Alors si vous êtes fan du copy trading, expliquez-moi pourquoi en commentaire, d'accord? Dites-moi pourquoi ça vous plaît, dites-moi les performances réelles que vous avez eues, depuis combien de temps, et puis on verra si vous me faites changer d'avis. En tout cas, merci toujours de votre soutien pour ces émissions, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.